Alors moi aussi je vais vous parler de données, mais avant je vais commencer par un petit aparté. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont entendu parler du lien entre Google et la bioinformatique? Ok, alors c'est un lien qui est assez intéressant et c'est une bonne nouvelle. Je vais commencer comme Adrien par une bonne nouvelle. On a parlé beaucoup de big data, notamment pour le marketing, mais ça a des applications partout, notamment en biologie, où la recherche avance très très vite grâce à cette accumulation de données. Et donc maintenant ils ont beaucoup de données, notamment sur la génétique. Et quand Google a entendu ça, ils se sont dit, bah, on a des solutions pour vous et on va vous aider. Et ils ont fondé un laboratoire qui s'appelle Calico, qui fait beaucoup de recherches sur des recherches médicales. Et notamment, eux, de leur point de vue, c'est que là, avec l'explosion des données, l'explosion de la recherche, on va aller très très vite vers beaucoup de solutions médicales. Et qui pensent que bientôt, à chaque année, on va gagner plus d'une année d'espérance de vie. C'est-à-dire que la recherche va tellement avancer qu'on aura de plus en plus de solutions pour nos problèmes médicaux. Et ce que disent ces gens-là, c'est que la personne qui vivra 1000 ans, où à chaque fois la médecine aura la technologie pour aider cette personne à se soigner, cette personne est déjà née et que ça va aller très très vite. Et il y a un autre lien qui est un peu moins connu, c'est que moi j'ai fait un peu le trajet inverse. Avant je faisais de la bioinformatique, j'ai fait une thèse en bioinformatique, et les gens de Google m'ont contacté en me disant que j'étais la personne parfaite pour gérer leurs données et leur publicité AdWords. Et donc j'ai été embarqué dans l'aventure. Et vous dites peut-être quel lien entre les problèmes de bioinformatique et les problèmes de publicité. Et il n'y en a pas beaucoup. Honnêtement, on va dire pour cette présentation qu'il n'y en a aucun. Je vais vous parler de la donnée marketing à partir de maintenant uniquement. Et je vais présenter trois aspects. Déjà que c'est une donnée très très riche pour vous, pour contacter les clients, pour contacter les personnes au bon moment. Il y a plein de choses qu'on peut voir, que ce soit de la géographie, que ce soit le type de personne. Je vais faire un peu un éventail très rapidement avec des cas simples qui ont aidé des clients. Et surtout, je voudrais parler dans une deuxième partie de comment récupérer de la valeur de ces données. C'est pas parce qu'on a plein de données qu'on sait l'utiliser, qu'on va en extraire de la valeur. Et en plus, une donnée mal exploitée fera plus de mal que de bien. Donc je voudrais parler un peu des bonnes pratiques et encore une fois illustrer avec un cas simple. Et enfin, je voudrais parler d'une dernière chose, c'est que dans certains cas, on n'a pas la donnée qu'on recherche, mais en faisant des astuces et en travaillant un peu à droite à gauche, on va pouvoir faire des recrutements qui vont résoudre notre problème. Je vais remettre un peu de contexte sur les campagnes SIM. Donc là, on a des internautes qui posent des questions à Google, chacun avec son problème. Et parmi ces internautes, il y en a qui m'ont intéressé moi, parce qu'en tant qu'entreprise, j'ai une solution pour eux. Typiquement, si je veux construire des piscines, là, il y a deux personnes, quelqu'un qui veut des devis pour une piscine et quelqu'un d'autre qui recherche des piscines. J'ai envie de leur montrer mes solutions, soit mes devis, soit telle personne, je peux lui montrer, l'autre personne, je peux lui montrer les différentes piscines que j'ai produites, et ça peut l'intéresser. Et en plus, on a vu précédemment avec le cas d'AXA que là, on est au moment où ils se posent la question et où ils sont très très réceptifs, et que d'heure en heure, le prospect se dégrade, donc c'est déjà une super opportunité de pouvoir les adresser à ce moment-là. On peut voir aussi que j'aime les dessins simples, et on va faire des dessins simples pour tout le reste. Mais on a beaucoup plus de données que juste la requête de l'utilisateur. Google va nous mettre à disposition beaucoup de contexte, que ce soit la zone géographique, parfois le profil du client. Et là, on a des informations, on se doute que pour l'entreprise, c'est énormément d'informations. On n'a pas trop envie de faire de la publicité à un enfant qui n'est pas un prospect qui nous intéresse. On est beaucoup plus intéressé par un homme mature qui habite dans le sud. Globalement, on se doute aussi que c'est très difficile de vendre des piscines à Paris. Il y aura peu de clients là-bas. Et donc, pour ce cas client, l'une des premières choses qu'on a faites, c'est de dessiner ses performances par zone géographique. Donc, ça donnait, voilà, là, on a fait une carte de France de ces différents CPA. Plus clair, c'est moins cher, et vers le rouge, c'est de plus en plus cher. Évidemment, dans le sud, c'est beaucoup plus facile de vendre une piscine, les gens sont beaucoup plus réceptifs que dans le nord. Et grosso modo, pour donner un ordre d'idée, la différence, ça allait de 5 fois plus dans la région la plus chère à la moins chère. Et tout de suite, là, en demandant à faire plus de publicité dans le sud, à être mieux positionné pour mieux contacter les personnes, on a pu faire plus de volume pour moins cher, et la campagne s'est bien améliorée. Mais derrière, on peut aller dans un niveau beaucoup plus fin que ça. Là, on a un autre exemple de quelqu'un qui vendait du lead en région parisienne. Donc déjà, on va éliminer toutes les autres régions, ça ne nous intéresse pas, ça c'est facile. Mais en plus, lui s'est rendu compte que dans certaines villes, il vendait très bien. Et donc, grâce à AdWords, il peut viser les personnes dans les bonnes villes, être mieux positionné. Et il y a toute une palanquée d'outils qui existent. On peut trouver un endroit, donner un rayon de 40 km ou de la distance qu'on veut, et d'afficher des publicités que dans cet endroit. Donc tout de suite, on va pouvoir cibler les profils qui nous intéressent, grâce à toute la technologie que développe AdWords ou les campagnes SIM, les publishers SIM en général. Un autre aspect de ciblage des utilisateurs, ça va être le profil du client.
Et là, je prends un autre cas qu'on a eu avec un e-commerçant qui avait une bonne campagne, un ROI de 4, donc pour 1000 € qu'il investissait dans AdWords, il récupérait 4000 € sans même prendre en compte en plus la partie indirecte de ce qui arrivait en offline, etc. Et cette personne s'est tout de suite dit, j'ai envie de viser avant tout, j'ai envie de viser d'autant plus les personnes qui ont déjà acheté des produits chez moi. Les personnes qui ont déjà acheté des produits chez moi me connaissent, me font confiance, j'ai une bonne relation client, je vends des bons produits, etc. Donc c'est des personnes qui sont très susceptibles d'acheter mes produits. On va les cibler et on est prêt à payer la publicité 2 fois plus cher pour ces clients-là parce qu'on pense qu'il nous faut confiance. Donc on crée la liste d'audience All Buyers avec une liste d'emails. On augmente de 100% les enchères et on a obtenu un ROI de 8, donc qui est 2 fois supérieur à la moyenne de la campagne. Tout simplement parce que là on s'est adressé aux bonnes personnes, aux personnes qui étaient réceptives à notre message. Et donc, fort de ce constat, on a voulu dessiner d'autres audiences. On a pu gratter toutes les données qu'on avait dans tous les sens, toutes nos données non structurées. Et on va essayer de déterminer d'autres profils. Un autre profil qui nous intéressait, c'est quelqu'un qui nous connaît, un returning visitor. Il a déjà vu le site, il nous connaît, probablement il est plus réceptif à notre message. On demande à Google quelles sont les stats de ces personnes-là. Et ces personnes-là convertissent au même prix que les autres. Donc, il n'y avait pas d'optimisation à avoir sur cette liste-là. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que Returning Visitor, ce n'était pas l'information qui était intéressante. Quelqu'un qui est venu et qui tout de suite est parti du site parce que ça ne l'intéressait pas, parce qu'on ne rentrait pas dans son schéma, ce n'est pas quelqu'un qui est intéressant pour nous. Ce qui est intéressant pour nous, c'est quelqu'un qui s'est intéressé à notre marque, qui s'est intéressé à notre site, qui s'est intéressé à nos produits. Donc on a dressé la liste des personnes qui avaient vu plus de 5 pages qui sont arrivées sur le site, ça correspondait à leurs attentes. Et là, tout de suite, on retrouve un très bon ROI. Donc ça veut dire que pour ces clients-là, on va leur demander d'être affichés plus souvent en meilleure position pour l'envoyer un message au moment où ils sont réceptifs. Et là, toutes ces considérations, c'est en enlevant des considérations de concurrence. Par exemple, nos anciens acheteurs, on voudrait être très bien exposés pour couper l'herbe sous le pied de la concurrence. Je ne mets pas ça en cause, mais on pourrait rigoler là-dessus. Je vais te donner un dernier cas de contexte qui nous aide à faire de meilleures campagnes marketing et à mieux adresser nos clients, c'est les heures de la journée. On se doute qu'il y a certaines heures où les gens ne sont pas réceptifs du tout. Entre minuit et 8 h du matin, a priori, pour un client qui fait du lead, c'est pas le moment où on va décider d'acheter sa piscine. Et il y a 2 horaires où on va être plus réceptif. Et ça, c'est un cas qui m'intéresse moi beaucoup, parce que c'est le premier cas où on va devoir traiter de la donnée pour vraiment récupérer l'information. Là, c'est quelqu'un qui faisait du lead, et je vais te donner les performances de coût par vente par heure, la donnée brute. Et la donnée brute, elle ressemble à rien. On ne voit pas de tendance, on a des oscillations qu'on ne comprend pas et auxquelles on ne croit pas une seule seconde. Là, ce que me dit cette courbe, c'est que vers 3 h du matin, j'avais un coût par vente qui était très très faible et ça cartonnait, alors qu'à 4 h du soir, c'était 4 h du matin, c'était très très cher. Intuitivement, on comprend très bien que là, il y a une erreur, c'est qu'on n'a pas assez de données, ce qui fait ces oscillations. Et pour vraiment récupérer la vraie information, je vais regrouper les heures dans des heures qui font sens. De minuit à 8 h du matin, c'est le même comportement, c'est les mêmes utilisateurs, c'est la même humeur. Donc de 0 à 8 h du matin, ça va être une tranche horaire. Je vais prendre de 8 h à 13 h, c'est le matin, de 13 h à 19 h, de 19 h à 4 h. C'est 4 moments qui sont à peu près sensés en termes d'horaire. Et là, je vais avoir une courbe qui a beaucoup plus de sens. Ça va être la courbe orange qui est ici. Et là, elle nous raconte une histoire qui est complètement différente. Déjà, ce qu'on voyait un peu, c'est que vers la fin de la journée, on avait beaucoup de mal à vendre, le coût par vente était cher. Et là, quand on regarde la donnée, c'est très clair, et on a plus d'oscillations, on comprend qu'on repère un vrai phénomène. Les oscillations qu'on voyait au début, qui étaient très grandes, qui étaient assez inquiétantes, et du coup qui captivaient l'attention, en fait, elles ne sont pas importantes. On a à peu près un coût par vente qui est ce qu'on attendait, et c'est pas là où on va chercher les optimisations. Par contre, la vraie histoire dans ce cas-là, c'est que de 13 h à 19 h, c'est là où le client est plus réceptif. C'est là où on faisait des ventes pour moins cher, et en plus, c'est là où on faisait le plus de ventes, c'est là où on a le plus de trafic. Donc c'était important à ce moment-là d'être mieux positionné pour envoyer plus de messages aux prospects, aux clients potentiels. Et en traçant ce graphe, on peut déjà repérer où sont les vraies sources d'amélioration, et ensuite on évite des erreurs. C'est-à-dire que si quelqu'un qui prenait la donnée brute sans se poser de questions, et qui se disait basiquement, bah ok, à 4 h du matin de ta cher, je vais baisser, il va juste bouger son volume sur une tranche qui en fait m'a pissé comme d'habitude. À 3 h du matin, il dit c'est génial, j'augmente beaucoup mon coût par publicité. Et ben en fait, il va avoir de la publicité plus chère, il va avoir des leads qui vont coûter trop cher par rapport à ses objectifs. Donc on va faire des coûts de vente plus chers en baissant le volume, c'est typiquement ce qu'on ne veut pas faire. Je voudrais savoir s'il y a des gens parmi vous qui ont entendu le terme ratio signal sur bruit. Non? Ok, très bien. Ça marche. Ben en fait, là c'est... ok, ça marche. Ok, là c'est vraiment une illustration du ratio signal sur bruit. Ici, on a le vrai signal. Genre là, de minuit à 8 h,
les utilisateurs ils sont un peu comme tout le monde, et ça c'est la vraie information. Toutes les oscillations que je vois autour de cette ligne, c'est du bruit, c'est que je prends de la donnée brute où il n'y a pas assez de données, il y a de l'aléatoire, etc. Tout ça c'est du bruit. Et mon but à moi, si je veux vraiment améliorer les campagnes en utilisant les statistiques, c'est vraiment de baser sur le signal et de prendre des cas où j'ai beaucoup de signal et peu de bruit. Donc je vais prendre, là c'est sur les heures, on peut se dire c'est relativement du bon sens de se dire que 3h et 4h du matin c'est le même horaire. Si je fais des grosses différences dessus, je comprends que je fais des choses assez folles qui n'ont pas de bon sens. Mais ce problème du ratio signal sur bruit, il se retrouve partout dans les campagnes publicitaires ou même quand on veut faire de l'optimisation statistique. Je vais prendre un cas qui est commun, que toutes les campagnes ont, qui est moins facile à première vue, mais c'est exactement le même problème. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les solutions vont apporter beaucoup de valeur ajoutée pour le client. Donc on a un client qui s'occupait de louer des salles, et notre but ici, c'est d'en chercher sur des requêtes. Donc il y a des utilisateurs qui tapent salle pas chère, il y en a beaucoup. Et là, on a beaucoup de statistiques, et donc on a beaucoup de signal. C'est OK, on a beaucoup de signal, beaucoup de cost. On sait que le coût d'acquisition ici, c'est de 3,60 €. On veut un coût d'acquisition de 4 €. On peut augmenter sur ces gens-là, on a assez de données. Pareil pour le groupe du bas, qui est un peu cher, on peut le baisser, on a assez de signal. Mais il y a beaucoup de mots-clés, on a très peu de signal, on a un mot-clé pour les... Il y a peu de gens à Rouen qui ont demandé des salles pas chères, et quand je regarde les stacks, déjà je ne sais pas quoi faire, ça a coûté 3 €, j'ai pas eu de vente, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il est cher, pas cher. Et surtout, je me doute que là j'ai beaucoup de bruit, très peu de signal. Ce qu'on se demande, c'est, voilà, est-ce que j'ai beaucoup de gros mots-clés, ou est-ce que j'ai beaucoup de petits mots-clés? Donc je vais grapher une distribution, je vais classer les mots-clés par coût. Donc au début, j'ai les mots-clés les plus chers, avec des mots-clés de moins en moins chers. Donc déjà, on voit qu'il y a beaucoup de mots-clés de moins en moins chers, et c'est ce qu'on appelle les mots-clés de la tail. Quand on regarde cette distribution, on voit qu'il y a une espèce de queue, et que tous ces mots-clés-là, avec peu de données, on appelle ça la queue de distribution, et on a les top mots-clés, ceux avec beaucoup d'informations qui se retrouvent ici, qu'on peut gérer en termes de load, on peut gérer tout seul. Et là, tout de suite, on voit qu'il y a beaucoup de mots-clés de la queue, de la tail, qu'on doit adresser ce problème, qu'on ne veut pas juste les laisser comme ça, il faut bien enchaîner dessus. Il y a une deuxième info, c'est que ce graphe, c'était une blague. En fait, c'est bien pire que ça. Le graphe ressemble plutôt à ça. Pour un mot-clé où il y a de la donnée, il y a environ 500 mots-clés, tout petits, sans données. Et j'ai voulu faire l'autre graphe pour qu'on ait un peu plus en effet d'échelle, mais grosso modo, on va avoir que de la queue de distribution. Je vais regrapher un peu ces mots pour donner un peu un ordre d'idée, parce que maintenant, on va se retrousser les manches, commencer à les regarder, et voir comment on peut les manipuler, comment on peut retrouver du signal. Donc on a nos deux gros mots-clés en bas, en haut à gauche, en bas à droite. On a une palanquée de mots-clés où on a dépensé moins de 10 €. Et typiquement, on va avoir là le mot-clé du haut, où on a fait une conversion pour 1,07 €. C'est un peu notre 3h du matin de tout à l'heure. On a peu de données, on a l'impression que ça cartonne, mais c'est juste parce qu'on a peu de données. Voilà, c'est pas fait du tout. Et de la même façon, ici, on va avoir un mot-clé qui a coûté 9 €, qui a fait 0 conversion. C'est 4h du matin, c'est très cher, mais c'est pas forcément, c'est probablement juste du bruit, et pas forcément de la vraie information. Est-ce que j'ai fait ça? Ok, je voudrais juste remettre une visualisation sur la prédominance des mots-clés de la tail par rapport aux gros mots-clés. Là, je voudrais afficher plein de mots-clés de la tail. Il y a beaucoup de façons de formuler un problème, notamment sur la sémantique, quand on demande aux gens de formuler leur requête. Si on a un formulaire, on force les choix de l'utilisateur, il y en a 4 ou 5. Là, quand c'est à l'utilisateur de taper ce qu'il veut, il va être très imaginatif, ça va se retourner dans tous les sens. Et on a beaucoup de façons de formuler un problème, et il faut regrouper les choses qui veulent, les mots qui veulent dire la même chose. Quelques statistiques. Donc les mots-clés, c'est 99,8% des mots-clés. Donc pour un mot-clé top, un mot-clé que je peux gérer tout seul, j'en ai 500 qui sont petits, sur lesquels il faut que je travaille. Et surtout, c'est 65% du coût de ma campagne. À la limite, qu'ils soient nombreux, c'est pas un problème. Le problème, c'est que c'est un gros pourcentage de mon coût en moyenne. Ça dépend de vos campagnes. Mais en moyenne, c'est un gros pourcentage du coût. Et donc maintenant, on va commencer à les adresser et à récupérer du signal. On a tous ces mots-clés qui sont disséminés. Et on va remarquer que sur certains mots-clés, il y a un caractère qui est déterminant, qui est discriminant. C'est que certains ont spécifié leur zone. Ça va être toutes les mots-clés en haut à droite, les salles pas chères, Rouen, Argenteuil, etc. Et là, on doute que l'utilisateur est dans une démarche différente. Quand il précise là où il habite, il est beaucoup plus déterminé à faire son achat, il est beaucoup plus avancé, il est dans un micro-moment beaucoup plus proche de l'achat. Donc on va regrouper tous ces mots-clés ensemble en disant j'ai un terme de géolocalisation, ça change mon intention, et c'est des mots-clés qui se ressemblent. C'est des mots-clés qui se retrouvent dans la tranche entre 13 et 19, quand je suis assez proche de mon moment d'achat. Et donc là, tout de suite, on récupère beaucoup de statistiques. On avait beaucoup de mots-clés, hop, on les met tous ensemble. Là, on a un paquet, on comprend que ces mots-clés-là sont pas chers. Et qu'il y a des conversions à aller chercher, il y a du volume à aller chercher.
Nous, ce qu'on va dire, c'est que ces mots-clés-là, c'est le même micro-moment de l'utilisateur, c'est la même intention, donc je dois payer ma publicité au même prix. C'est un peu un pari, et on va voir ce qui s'est passé avec cette campagne client. Donc là, on avait une campagne client, et on est intervenu vers le 23 mai. Ce qui se passait avant, c'est que juste sur le groupe des mots-clés géolocalisés, lui, il avait des grandes variations sur son coût d'acquisition. La ligne noire, c'est son coût d'acquisition cible. Lui, il avait des grandes variations, notamment parce qu'il ne se passait pas au niveau supérieur, comme il regardait chaque mot-clé, il n'avait pas cette vision-là que ce groupe-là lui coûtait cher. Donc là, on a récupéré quand même beaucoup d'informations juste en prenant de la distance et en essayant de regrouper des choses ensemble. Et il va se passer deux choses quand Doolittle va arriver. D'une part, on va avoir une nette augmentation des conversions. Ce qui s'est passé sur cette palanquée de mots-clés petits sur lequel il y a eu beaucoup de bruit, il y a certains mots-clés, on avait l'impression qu'ils valaient cher, et ça c'est juste le bruit, l'aléatoire, etc. C'est pas de chance, et donc le client l'a vu et les a baissés, ce qui est très logique quand on regarde mathématiquement tout seul, alors qu'en fait c'était des bons mots-clés. Nous, en repérant que la localisation, c'est une bonne intention de l'utilisateur, l'utilisateur est plus proche de l'achat et plus réceptif à notre message, on va récupérer beaucoup de mots-clés, on va se diffuser à beaucoup plus de gens, et du coup on va améliorer notre volume en général. Et ensuite, donc ça c'est sur l'aspect, le volume a été augmenté, mais surtout ce qui nous a intéressé, c'est que derrière on maîtrise le coût par acquisition de CPA. Ce qui se passe, c'est que notre regroupement, on a un peu perdu d'informations parce que nos mots-clés ne sont plus aussi précis, on s'est mis à un niveau au-dessus. Mais en fait, la localisation, c'est vraiment une intention forte et ces mots sont homogènes. C'est-à-dire que là, quand j'ai fait un regroupement, si je veux prendre mes horaires, si j'avais regroupé des 13h, 14h avec des 4h du matin, j'aurais eu des oscillations comme il y avait eu avant, parce que je n'ai pas regroupé des choses homogènes. Là, cette méthode, elle regroupe des mots qui ont la même intention, qui sont homogènes, et donc le prix doit être le même. On a vu des groupes de mots-clés qui sont intéressants parce qu'ils performent bien, et on est dans un moment de l'utilisateur où il veut acheter, où il est réceptif à un message, et il y a aussi d'autres mots où l'utilisateur n'est pas du tout réceptif. Donc là, dans cet exemple-là, dans cette campagne-là, il y avait les mots-clés qui contenaient réception. Et en fait, dans beaucoup de requêtes qui contiennent réception, l'utilisateur, il est juste dans un endroit où il s'informe, il est assez loin de l'acte d'achat. Et donc ce groupe-là était cher. Et ça encore, c'est pas visible quand on ne prend pas de distance. L'important, c'est de prendre la distance avec ces données. Quand c'est trop petit, on ne peut rien dire. Et quand on prend la distance, on va voir les phénomènes arriver, on va avoir du signal, et on va plus observer de bruit. Et pareillement, quand Doolittle est arrivé, on a repéré que ce groupe-là était cher. Ce qui va se passer, c'est que donc, le coût par acquisition, quand on est arrivé à baisser sur ce groupe-là, ce qu'on a fait, et après, on a obtenu moins de conversions, mais de toute façon, là, on maîtrisait les coûts. Et par ces deux aspects, de trouver les bonnes intentions d'utilisateurs et de trouver les mauvaises intentions sur lesquelles on a moins envie de s'exposer, ça va permettre à la campagne on va obtenir de très très bons résultats sur cette campagne. Ici, on était intervenu vers le 23 mai, 25 mai. Après notre intervention, le CPA est maîtrisé. On se retrouve aux objectifs du client, ce qui est un très bon résultat. Et surtout, en termes de volume, là, sur ce cas client, on a triplé le volume en quelques semaines. Et donc, juste en prenant de la distance et en observant vraiment le signal, on a fait des grands gains en termes de pur ROI sur une campagne. Là, je vais prendre un autre exemple. Donc, il y avait une partie, les données sont très riches, on a beaucoup d'informations et ça va nous permettre de faire des campagnes publicitaires de plus en plus efficaces. Il y a une partie, c'est pas parce qu'on a beaucoup d'informations que ça va marcher, il faut prendre de la distance pour vraiment observer du signal et ne pas se ruer sur du bruit. Et je voudrais parler du cas un petit peu plus embêtant où on n'a pas l'information, qu'est-ce qu'on fait? Alors je vais prendre un cas client qui nous était arrivé où on avait un e-commerçant, encore un compte qui marchait très bien, un ROI de 4, donc il y avait une campagne très très rentable. Et il a une particularité, c'est qu'il avait 300 marques et que chaque marque avait sa campagne. Ce qui est très logique de son point de vue et c'était très bien fait. S'il a des problèmes de stock, s'il commence à avoir moins de stock, il va réduire son exposition. S'il est carrément en rupture, il peut arrêter ses campagnes de publicité. Et en plus, vraiment, les performances étaient dépendantes de la marque. Une marque qui est peu connue, sur laquelle il y a peu de concurrence, ça va être beaucoup plus facile de convertir, de trouver un acheteur. Et en plus, ce sera des produits plus margés vu qu'ils sont plus rares. Alors que les produits très mainstream, très connus, il y a une énorme compétition avec des noms plus gros que notre client, donc c'est très très difficile de compétiter. C'est très difficile d'affronter ces noms-là, et en plus, comme c'est des objets compétitifs, on peut très peu marger, donc le ROI est assez faible. C'est complètement censé et très bien de séparer son compte sur chacune des marques. Le problème, c'est que
ça fait pas beaucoup de données. Sur toutes ces campagnes, il n'y a que 5 campagnes qui font 50, et quand le commercial est venu me voir en me disant qu'est-ce que tu peux faire pour son compte, je lui ai répondu NED, ça veut dire Not Enough Data. Là, je peux pas optimiser avec ce que je vois, je vais faire n'importe quoi, j'observe que du signal. Et là, le commercial m'a répondu, si, tu vas faire quelque chose. Et donc bon, je me suis retroussé les manches et j'ai regardé ce que je pouvais, ce que j'avais comme données. Ce qu'on a comme données, c'est pas sur les ventes, c'est pas sur les conversions, mais on a de l'information sur le trafic. Et intuitivement, on trouve que si je récupère du meilleur trafic, forcément, mon ROI sur ma campagne publicitaire va être meilleur. Et notamment, grâce à Google Analytics, on peut mesurer beaucoup de choses. Les internautes qui avaient telle demande, quand ils sont venus sur mon site, est-ce qu'ils sont restés beaucoup de temps sur mon site? Est-ce qu'ils ont vu beaucoup de pages? Et notamment, ce qui est très intéressant, c'est le bounce rate, le taux de rebond. Le taux de rebond, c'est le nombre de personnes qui sont arrivées sur le site et qui tout de suite sont parties. Parce que notre site ne correspondait pas à leurs attentes, on n'avait pas les produits qui leur correspondaient, enfin, le message ne passait pas, c'était pas les bonnes personnes à adresser. Et on comprend très bien qu'il ne faut pas faire de la publicité envers cette personne, c'est juste qu'on n'envoie pas le bon message. Derrière, il y a une partie, donc, avec les outils de Google Analytics, on va pouvoir améliorer la qualité du trafic, récupérer du meilleur trafic, mais en plus derrière, avec toutes les données de où tu récupères tes clics, pour combien de sous, et tu récupères un trafic de quelle qualité. Moi, après, c'est assez facile, la partie maximiser du trafic, avec les stats que j'ai, parce que les stats de trafic, on en a beaucoup. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ce compte? C'est que nous, d'un côté, on a fait vraiment des perfs qui étaient au-dessus des attentes du client, on a augmenté le ROI de 25% et on a augmenté le volume de 10%. Ça allait très bien. Surtout qu'il y avait un côté approche expérimentale. Là, on s'était servi de ces mesures de trafic, de qualité de trafic et de combien est payé le trafic pour gérer nos campagnes. Maintenant qu'on sait que notre façon de faire est un peu trop conservatrice, on lui rapporte du trafic de tellement... Enfin, on pourrait lui rapporter du trafic un peu moins en plus grande quantité, que ce serait toujours rentable, ben on va changer un peu nos objectifs et on va encore augmenter le volume pour rester au ROI de 4 du client. Et nous, c'est un cas qui nous intéresse beaucoup à Doolid, parce que pendant le temps où nous, on faisait nos optimisations, le client nous avait donné qu'une partie de son compte, qui voulait garder une autre partie en tant que témoin. Et dans sa partie, lui aussi a obtenu de bonnes performances, puisqu'il a augmenté son volume en perdant un peu de ROI, mais il était satisfait de ses performances. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on a un cas témoin à côté sans notre techno, avec notre techno, cette approche qui était expérimentale et où il y avait un certain pari. Bon, c'est un pari qui est assez facile de se dire, si j'améliore la qualité de mon trafic, je vais avoir une meilleure campagne. Mais en soi, on n'optimisait pas directement la donnée que le client voulait. Et on a pu prouver avec un échantillon témoin que la validité de cette approche. Donc voilà, je vais présenter les données. Je voudrais conclure dans le sens inverse en fait de ma présentation. Le troisième point que j'ai abordé, c'était sur la partie de s'adapter. On a beaucoup de données, et ça permet de faire des croisements, ça permet de faire des trucs très intéressantes et intelligentes, mais surtout le point à retenir, c'est qu'il vaut mieux faire des bonnes optimisations sur de la vraie donnée que sur de la donnée de côté, plutôt que de faire de mauvaises optimisations sur la donnée clé. Là, si on avait optimisé directement pour le ROI, il y aurait certains mots-clés qui auraient été géniaux et plein qui auraient été nuls, et ça aurait été la catastrophe. La deuxième partie de ma présentation, c'était sur la partie repérer le signal et pas repérer le bruit. On va avoir une tonne d'informations, et là-dedans, il y a beaucoup plus de bruit que de signal. Si on se met vraiment la tête dans le guidon face au stade sur tel profil super spécifique, ça cartonne. Non, sur tel profil super spécifique, j'observe du bruit. Et je commence à m'écarter, je les regroupe ensemble. Si regroupés ensemble avec suffisamment de données, ça cartonne, on y va. Et il y avait la première partie qui était sur la richesse des données, où je suis allé assez vite sur 3 exemples. Mais c'est clairement quelque chose qui va aller de plus en plus vite. Donc on parlait toute une partie sur l'agrandissement exponentiel des données, ce qui nous permet d'avoir un message beaucoup plus ciblé et d'avoir une meilleure campagne publicitaire. Mais surtout, c'est un aspect, ça va faire que croître. C'est l'intérêt de Google ou de Bing ou n'importe qui que l'internaute reçoive un message qui l'intéresse. C'est l'intérêt pour le publicitaire d'envoyer un message à des gens réceptifs, et c'est l'intérêt du client. Donc tous les publishers vont développer de plus en plus de technologies pour permettre de la publicité efficace, pour permettre d'avoir le bon message au bon moment. Et donc la partie que j'ai présentée ici, ça se trouve dans 2-3 ans, il y aura encore beaucoup plus de choses à faire pour améliorer nos campagnes publicitaires.